20h à Abidjan, c'est l'heure du dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. C'est demain, samedi 24 mars, qu'auront lieu les sénatoriales, une première en Côte d'Ivoire. 5011 députés et élus locaux seront donc aux urnes pour choisir les premiers sénateurs ivoiriens. Le président de la commission électorale indépendante donne dans ce journal les précisions sur le scrutin. Christiane Taubira, invitée spéciale de la première édition du forum dédié à la jeune étudiante en Côte d'Ivoire. C'est à l'initiative de l'ONG Appui au développement de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire. Et puis le groupe État islamique a revendiqué ce soir l'attaque perpétrée dans le sud de la France. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Notez également que les gendarmes blessés par le terroriste luttent en ce moment contre la mort. Je vous le disais tantôt, c'est demain, samedi 24 mars, qu'auront donc lieu ici en Côte d'Ivoire les sénatoriales, une première dans le pays. Et notez que ce sont 5011 députés et élus locaux qui iront donc demain aux urnes pour choisir les premiers sénateurs ivoiriens. Les candidats sont fin prêts pour aller donc en compétition. Le président de la commission électorale indépendante, lui, Issouf Bakayoko, donne ici les précisions sur les dispositions prises par la CEI pour un scrutin crédible et apaisé. Le samedi 24 mars prochain, c'est-à-dire demain, les députés de notre pays, nos représentants à l'Assemblée nationale, ainsi que nos élus locaux, conseillers régionaux et conseillers municipaux, se rendront aux urnes pour choisir les membres du Sénat, l'une des deux chambres législatives que compte désormais notre Parlement, une première pour notre pays. Au nombre de 7011, nos députés et élus locaux constituent en effet le collège électoral spécifique appelé à élire au suffrage universel indirect nos futurs sénateurs tels que prévus par la Constitution, notre loi fondamentale. La commission électorale indépendante, en charge de l'organisation de ce scrutin, a reçu dans les délais requis 61 listes de candidatures à raison de 2 candidats par liste pour les 33 circonscriptions électorales concernées, à savoir les 31 régions et les 2 districts autonomes, Abidjan et Yamoussoukro, de notre pays. 58 listes de candidatures ont été retenues pour cette élection. Je voudrais également saisir l'opportunité de cette adresse pour vous assurer, à nouveau et à travers vous, l'ensemble de nos compatriotes, du ferme engagement de la Commission électorale indépendante, institution citoyenne, à conduire cette élection en toute équité, impartialité et transparence, comme elle a toujours su le faire, au demeurant, et continuera de le faire. Je ne saurais achever mon propos sans vous assurer que nous avons déjà pris, en liaison avec les autorités compétentes, les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de toutes les parties prenantes au déroulement de ce scrutin, candidats et électeurs en particulier. La Commission électorale indépendante s'engage, en outre, à en proclamer les résultats dans les délais les meilleurs. Et toujours dans le cadre du scrutin de demain, le président de la commission électorale indépendante a reçu une importante délégation des missions diplomatiques de l'Union européenne, des États-Unis, de la Belgique, du Canada, de la Hollande et de la Grande-Bretagne, venus donc s'informer du dispositif mis en place pour garantir la crédibilité et la transparence du scrutin, ainsi que les facilités d'accès aux observateurs de la société civile.
À San Pedro, la CEI locale également à pied d'œuvre pour la réussite du scrutin de demain. Le superviseur de la commission électorale indépendante pour le compte de la région de San Pedro s'est entretenu justement avec électeurs et candidats. Compte rendu, Mamadou Kouassi. Électeurs et candidats de la région de San Pedro face au superviseur de la CEI pour le compte du district du Bassa-Sandra. Au centre des échanges, la bonne tenue du scrutin de ce samedi 24 mars 2018. Félicien Amani Ipou a présenté les modalités de cette nouvelle élection en Côte d'Ivoire. Pour l'organisation pratique, il rassure électeurs et candidats que tout est fin prêt pour une élection juste et transparente. Nous avons informé également les candidats et les électeurs sur le mode de compilation, de transmission et de validation des résultats. Il s'agit d'un nouveau type de scrutin. Il s'agit d'une nouvelle institution que la Côte d'Ivoire va mettre en place. Nous appelons tous les élus électeurs à se déplacer pour opérer leur choix, pour élire la liste qui correspond bien sûr à leurs aspirations, pour rendre dynamique notre démocratie. Le superviseur de la Commission nationale d'indépendance CEI pour le compte du Bassa-Sandra appelle les différentes parties à maintenir le climat de paix qui règne déjà dans la région. Et cela doit se traduire, selon lui, par l'acceptation des résultats des urnes. Les différents intervenants ont fait cas de certaines difficultés, notamment le transport des électeurs éloignés de San Pedro, principal lieu de vote. À cette préoccupation, Félicien Amani Ipou répond. Ce ne sont pas une prérogative de la commission électorale indépendante. On n'a jamais transporté des électeurs. La commission électorale indépendante, que ce soit au présidentiel, aux législatives, dans tous les scrutins que la commission organise, elle ne transporte pas les électeurs. Et donc, pour ce scrutin des sénateurs, il n'y aura pas de transport des électeurs par la commission électorale indépendante parce que ce n'est pas prévu par les textes. Le corps préfectoral et l'ensemble des partis en compétition pour cette élection sénatoriale ont promis de tout mettre en œuvre pour que ce scrutin vienne renforcer davantage la paix et la cohésion sociale à San Pedro. Et toujours sur le terrain politique, le PIT, Parti ivoirien des travailleurs, donne sa position sur la création du parti unifié. C'était hier lors d'une rencontre au siège du parti. Compte rendu, Olivier Iriebi et Alexis Oudraogo. Le Conseil politique national du PIT s'est prononcé sur le projet de parti unifié du RHDP. Le PIT, après analyse de la situation politique nationale, donne mandat 1. Au président du PIT de ratifier le manifeste du RHDP portant décision d'aller au parti unifié dans les meilleurs délais. 2. À la direction du parti de veiller à ce que toutes les étapes de cette création du parti unifié soient respectées comme le stipule le manifeste. 3. De veiller à ce que les intérêts et la dignité du PIT soient respectés au sein du RHDP. Pourquoi une telle décision? Le président en donne les raisons. Aujourd'hui, il faut que le PIT, à travers cette déclaration, montre bien que la direction a l'onction de la base, a l'onction des instances dirigeantes du parti, et c'est pour que le peuple de Côte d'Ivoire et les autres partis membres du RHDP sachent que le PIT a pris l'option et la résolution de poursuivre le processus en signant le manifeste qui est la première étape de cette dynamique. Le Conseil politique élargi prévoit d'expliquer la déclaration à toutes les bases du parti en vue d'aller les prochains jours à une convention pour endosser les autres textes fondateurs du parti unifié. Pour rappel, c'est en mars 2017 que le PIT a été admis comme membre à part entière du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Taubira, invité spécial de la première édition du forum dédié à la jeune étudiante. À l'initiative de l'ONG Appui au développement de l'art, de la culture et de l'éducation en Côte d'Ivoire, ce en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Thème retenu pour cette première édition, Femmes déjà demain. On en parle avec Sephora Zegui et Franck Kouadio. 35% de filles sont inscrites dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire, alors que les femmes représentent 48% de la population. Selon une étude menée par le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique. Les filières scientifiques et technologiques accueillent seulement 16% de filles et 2% ont le bac scientifique. Un écart que l'ONG Audace Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, veut remettre à une juste proportion. La politique de gratuité à l'école primaire, la politique de scolarisation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, qui ont permis d'améliorer de façon sensible le taux de scolarisation de la jeune fille, qui est passé de 77% en 2010 à 89% en 2014, et puis l'ouverture de tous les corps de métiers et emplois de la fonction publique et militaire aux femmes. Il apparaît donc clairement que la femme ivoirienne est prise en compte au plan juridique et institutionnel et au niveau des actions. Nonobstant ces avancées, il reste encore un grand défi à relever. Nous pensons que les jeunes filles scolarisées sont souvent oubliées. On pense à la jeune fille en milieu rural, la jeune fille en difficulté, mais nos jeunes étudiantes ont des problèmes spécifiques de profil de carrière, de choix de filière. On espère qu'au sortir de ces panels, nos filles vont se poser les bonnes questions et changer peut-être de comportement et évoluer. Pour y parvenir, un invité de taille venu de France, Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, a dit aux jeunes étudiantes de mieux mettre en valeur leur potentialité. Rappelez que nous avons tellement de figures en référence que nous saurons affronter toutes les difficultés que nous avons en face de nous. Ensuite, que pour affronter ces difficultés, il faut que nous soyons, les filles, les garçons aussi, en mesure d'avancer dans la vie, donc d'apprendre, de nous instruire et de faire des choses. Et puis enfin, ne pas douter de nous. Redonner confiance aux filles, confiance aux garçons. Moi, je crois vraiment que dans la société, les filles, les garçons, il est essentiel que nous nous élevions ensemble. Première concernée, les étudiantes se disent prêtes à investir tous les domaines d'activité. J'ai retenu au sortir de ce forum que la jeune fille a également des compétences. Nous-mêmes, en tant que femmes, nous pouvons travailler notre assertivité pour valoriser nos compétences féminines, pour valoriser également nos valeurs, tout en gardant l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pendant 3 jours, les étudiantes venues des universités et grandes écoles d'Abidjan de l'intérieur vont prendre part à des conférences et expositions sur des thématiques sur l'éducation, la santé, le droit et l'économie inhérents à la condition de la jeune fille étudiante. Voilà, Christiane Taubira, donc invitée spéciale de la première édition du Forum de la jeune étudiante, forum ouvert hier 22 mars et qui se poursuit jusqu'à demain, samedi 24 mars. C'est à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Autonomisation de la femme, il en a été largement question lors de la réunion du haut niveau des ministres du genre et de la femme de l'espace CEDEAO, réunion qui s'est tenue en marge de la 62e session de la Commission sur la condition de la femme des Nations Unies. C'était à New York. Le rôle des femmes rurales dans le développement socio-économique des pays de la CEDEAO était au cœur des débats. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. Les ministres du genre et de la femme de la CEDEAO, préoccupés par la pérennisation du Centre pour le développement du genre de la CEDEAO, réunis à New York à la faveur de la 62e commission de la condition de la femme, elle capitalise les bonnes pratiques dans la mise en œuvre des programmes et projets de ce centre. Une manière de faciliter des synergies d'action et d'intervention en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes. Ces programmes ont besoin d'être soutenus davantage en termes de financement. Et nous constatons également qu'aujourd'hui, après des implémentations spécifiques par chacun des pays membres, nous arrivons aujourd'hui à une intégration. Le Centre pour le développement du genre de la CEDEAO a initié depuis 2010 l'octroi des bourses d'excellence aux filles issues des familles vulnérables, l'appui à la transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux et la prise en charge des femmes souffrant de la fistule obstétricale, maladie qui enregistre 50 000 à 100 000 nouveaux cas en Afrique de l'Ouest. Ce sont là 3 programmes dont bénéficient les 15 États membres. Cette année, la Côte d'Ivoire a même bénéficié de 80 millions de francs CFA pour renforcer ses programmes CEDEAO. Étant donné que nous occupons la présidence de la commission de la CEDEAO, Madame la ministre nous a instruit d'apporter une nouvelle approche marquée par 3 piliers. La politique d'ouverture et de transparence, l'apprentissage continu et puis vraiment l'intégration progressive de tous les bénéficiaires dans des programmes systémiques. Des centaines de femmes ont été prises en charge dans le cadre de la fistule.
Aujourd'hui, nous sommes honorés, notre première dame vient d'être nommée ambassadeur de bonne volonté, n'est-ce pas, de cette activité de la fistule obstétricale. Ont été aussi évoqués les rôles de la femme dans la gestion des familles, de la communauté, dans la sécurité alimentaire. Également souligné son accès limité aux droits familiaux. Le communiqué final de cette rencontre, notamment suit des stratégies appropriées aux problèmes des femmes et filles, seront soumis à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en juin prochain, en vue de les traduire en action. Retour en Côte d'Ivoire pour évoquer la signature d'accords entre les gouvernements ivoiriens et suisses, ce dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Outre la politique, la Côte d'Ivoire entretient de bonnes relations économiques avec la Suisse, 12e principal client, avec un volume d'échange de 292,1 milliards de francs CFA en 2017. Le stock des investissements suisses s'élevait à 171 milliards de nos francs en 2016. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly invite les opérateurs économiques suisses à accroître le volume d'investissement au regard des opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité. Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, un accord a été signé entre les gouvernements ivoiriens et suisses après une mission d'évaluation du système éducatif ivoirien. Permettre à notre dispositif de bénéficier de l'expérience suisse pour former nos formateurs et les mettre à niveau par rapport donc à l'évolution des curricula de formation. Ils nous aideront aussi dans la définition même des curricula de formation. Nous aurons aussi une plateforme d'échange et de retour d'expérience en matière de formation professionnelle. Nous aurons aussi un accompagnement dans notre politique de formation par alternance et formation par apprentissage, puisque c'est deux leviers sur lesquels la Côte d'Ivoire est en train d'agir, c'est deux réformes importantes qui sont en train de se faire. Tout cela avec une bonne implication du secteur privé. En Suisse, la formation professionnelle, elle se fait selon le mode dual. Il y a une partie en école, il y a une partie aussi avec les entreprises, et les entreprises jouent un rôle très très important dans cette formation professionnelle. La formation professionnelle permet aussi d'éviter le chômage d'une manière générale. Réduire le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du gouvernement à travers cet accord de coopération signé entre le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle de Suisse. Et Francis Boifo signait ce reportage. La Côte d'Ivoire s'apprête à lever les barrières tarifaires aux produits européens. C'est du moins ce qui ressort de la deuxième réunion du comité APE, Côte d'Ivoire-Union européenne, tenue du 21 au 22 mars dernier, ici même à Abidjan. Des avancées notables sont enregistrées quant à la mise en œuvre de l'accord. C'est ce que nous rapporte Justine Diké. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont signé un accord de partenariat économique APE intérimaire en 2008 garantissant un libre accès des produits ivoiriens au marché européen. Depuis 2008 jusqu'à 2016, grâce à cet accord, mais pas uniquement à cet accord, bien sûr, les exportations de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne ont considérablement augmenté. La Côte d'Ivoire exporte à peu près 4,5 milliards d'euros vers l'Union européenne et en retour, l'Union européenne exporte vers la Côte d'Ivoire environ 2,4 milliards. Donc, vous voyez bien, on exporte presque le double de ce que nous importons. Le solde commercial est de 2 milliards d'euros. Pour la mise en œuvre de cet accord, un comité APE conjoint Côte d'Ivoire-Union européenne, mise en place en 2017, s'est réunie pour la deuxième fois à Abidjan. Réunion qui a permis aux deux parties de s'accorder sur le règlement intérieur du comité APE et le calendrier de démantèlement tarifaire présenté par la Côte d'Ivoire, dont le démarrage est prévu en 2019. Le calendrier de démantèlement tarifaire consiste à dire à la partie européenne, à partir de maintenant, en telle année, nous allons baisser les tarifs sur tel produit, telle année, nous allons baisser les tarifs sur tel autre produit, ainsi de suite, jusqu'à arriver aux 80%. En outre, la partie européenne se félicite de l'installation officielle des 6 groupes techniques prévus par la stratégie nationale APE et de la détermination des indicateurs pour suivre la mise en œuvre de l'accord et mesurer les résultats escomptés à court, moyen et long terme. La prochaine rencontre des deux parties est prévue en octobre 2018 à Bruxelles.
Et toujours en économie, la Bourse des valeurs mobilières BRVM tire profit déjà de son partenariat scellé il y a seulement 4 mois avec le groupe de la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca. La BRVM vient de lancer à Abidjan le programme Elite BRVM et déjà 10 entreprises y adhèrent. Première cohorte de 10 petites et moyennes entreprises PME issus de 5 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au programme Elite BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est une formation de 2 ans initiée par le groupe de la Bourse de Londres et mise en œuvre depuis 2 ans par la Bourse de Casablanca. Il y a une année qui est réservée à la formation, durant laquelle on va donner des compétences en termes de stratégie, en termes de gouvernance, en termes de quel type de moyens de financement choisir, comment construire un business plan et surtout comment pouvoir raconter une belle histoire au marché de capitaux. Le programme Elite permettra aux PME et entreprises à fort potentiel de croissance d'accéder au 3e compartiment de la BRVM. Il s'agit pour la BRVM de leur donner l'opportunité d'accéder à des ressources longues, de renforcer leur notoriété, d'accroître leur visibilité et d'avoir une valorisation permanente afin d'accéder à une étape supérieure de leur développement. Le gouvernement ivoirien veut faire du secteur privé le moteur de la croissance. 80% des entreprises sont des PME. Le gouvernement a mis déjà en place, conscient des difficultés de financement des PME, un cadre institutionnel incitatif et un environnement économique favorable que le programme Elite qui vient d'être initié contribuera à améliorer. Le démarrage du programme Elite dans l'UEMOA fait suite à une convention signée entre la BRVM, la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca en novembre 2017 à Abidjan. Les microfinances en quête de crédibilité auprès des ménages de Côte d'Ivoire. Entre méfiance, abus de confiance et faillite, les microfinances sont en quête en tout cas de crédibilité. Elles sont à la recherche d'une meilleure presse auprès donc des populations. Ça se sait, elles n'ont pas souvent été à la hauteur, elles n'ont pas souvent joué leur rôle de promotrice de l'entrepreneuriat. Et bien aujourd'hui, grâce aux mesures d'assainissement engagées par le gouvernement ivoirien, le secteur gagne en dynamisme. État des lieux du secteur de la microfinance, c'est avec Lanciné Bakayoko. Patrick, jeune travailleur, fait parallèlement de petites affaires. Ce matin, il a rendez-vous dans cette agence de microfinance située à Cocody. Après les formalités d'usage à l'entrée de l'édifice, il s'adresse à l'accueil. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, je vais bien chez vous. Ok, je venais vous voir ce matin pour une opération. D'accord. Vous faites quelle opération? Bon, c'est à la caisse. À la caisse. D'accord. Vous allez à la caisse 2. C'est juste là. La caisse 2. Merci. Voilà donc Patrick au guichet. Là, je voudrais faire un retrait pour mes projets. Cette somme qu'il vient d'encaisser va lui permettre de développer son activité. Nous avons difficilement accès au crédit avec les banques classiques. Voilà, avec les microfinances, c'est plus facile. Le microcrédit, c'est avant tout l'opportunité pour des ménages modestes, habituellement exclus du système bancaire traditionnel, de bénéficier de prêts de faible montant, leur permettant de créer et de financer leur activité génératrice de revenus. Ces ménages modestes, prêts à solliciter les services de la microfinance, se comptent parmi les travailleurs du privé, de l'informel et même au sein des fonctionnaires. Mais les femmes sont les premières bénéficiaires. Pourtant, aider vendeuse d'Atieke à Dabou n'a pas le cœur à solliciter ce prêt. Je ne suis jamais allée dans une microfinance. Donc, je cherche quelqu'un pour m'aider. En réalité, aidée à un mauvais souvenir de la microfinance par le passé, elle a été grugée par des promoteurs véreux. Quand je vendais à Yopougon, j'ai mis mon argent là-bas, je n'ai pas pu reçu. Pendant la crise, c'est resté comme ça. La crainte d'aider est d'autant justifiée que beaucoup de clients des institutions de microfinance ont fait les frais de l'irresponsabilité de certains promoteurs qui ont pris la fuite après avoir baissé le rideau. Mais la série de réformes entreprises depuis 2012 a permis d'assainir le secteur avec la fermeture de nombreuses sociétés, 136 au total.
Hélène Dolo, directrice de la microfinance au niveau de l'administration du Trésor public, a participé aux réformes. Pour faire de la microfinance, il faut avoir une autorisation. Et l'autorisation est donnée lorsque vous avez montré votre capacité à gérer adéquatement les dépôts des populations et également à leur faire des crédits dans des conditions vraiment satisfaisantes. Donc la première phase de l'assainissement a consisté à fermer vraiment les institutions qui n'avaient pas d'autorisation. À ce jour, seulement 53 microfinances sont autorisées à exercer sur l'ensemble du pays. Toutes ces institutions-là, on peut l'affirmer, offrent dans des conditions de sécurité optimales des services d'épargne, de crédit et d'autres services de monétique aux populations qui n'ont pas accès aux banques. Georges Kwasi, lui, est le responsable d'une structure de microfinance. Pour accroître l'attractivité de son entreprise, il a mis en place un éventail de services financiers allant de la fourniture de micro-prêts pour l'appui d'une activité productive ou de l'auto-emploi au régime d'épargne au bénéfice d'acteurs économiques comme aidés. En termes de dépôt, ce qu'on appelle le e-banking, les transferts d'argent, tous ces produits-là, les institutions les ont. Nous allons en débattre et voir quels sont les défis à relever pour l'avenir de la microfinance dans cette digitalisation de notre métier. Et enfin, la microfinance, et encore, c'est plus inclusif, et la finance rurale. Quelques conseils tout de même à tous ceux qui veulent contracter un micro-prêt. Il faut que les Ivoiriens sachent que quand quelqu'un va vers eux pour parler d'argent, il faut leur poser la question de savoir, avez-vous l'agrément de l'État pour en parler? Est-ce que si aujourd'hui mon argent est chez vous et qu'il disparaît, est-ce que je peux aller voir les autorités pour me plaindre, pour me faire rembourser au taux que la loi permet de rembourser? L'autre fait marquant du secteur est la restructuration de l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit, UNACOPEC, le plus vaste réseau de microfinances qui détient environ 63% de parts du marché. Je pense que c'est l'une des institutions qui a la meilleure représentation sur le territoire national avec plus de 130 caisses dans les localités les plus reculées, d'où la nécessité pour l'État de l'accompagner pour continuer à offrir dans des conditions optimales les services aux populations ou dans les localités où il n'y a pas de banque, il n'y a pas la poste non plus pour offrir ces services financiers. Résultat de tous ces efforts, l'arrivée de nouveaux acteurs, en l'occurrence des firmes internationales, et un regain de dynamisme en phase avec l'embellie économique de ces dernières années. Quant au portefeuille client, il s'élève à 1 447 258 pour un taux de pénétration d'environ 26%. Désiré Tanoé, directeur exécutif de la fêtière des systèmes financiers décentralisés, ne cache pas son enthousiasme. Le secteur est d'une façon générale en pleine évolution, surtout avec l'arrivée des Greenfield, mais également des structures nationales qui innovent en matière d'offres de produits et de services à leur clientèle. Au 30 septembre 2017, les dépôts au niveau de la microfinance s'élevaient à 250 milliards de francs CFA pour 250,3 milliards de crédits accordés. Voilà, retour sur ce plateau pour poursuivre donc avec cette information émanant du Conseil national de la presse, le CNP, qui annonce la suspension de l'hebdomadaire L'Essor ivoirien édité par Asseyé Édition pour 4 parutions suite à son édition du lundi 19 au vendredi 23 mars 2018 paru sur le site de Abidjan.net, édition comportant selon le CNP des propos outrageux
injurieux, outrageant, méprisant, dédaigneux et calomnieux. Les sœurs ivoiriens s'étant donc rendus, selon le CNP, coupables de manquements graves aux normes professionnelles, suspendus pour 4 parutions et disposent d'un délai de 30 jours à compter donc de la notification de la présente décision pour saisir la juridiction administrative compétente. On poursuit avec la France. Le groupe État islamique a revendiqué ce soir l'attaque perpétrée ce vendredi dans le sud de la France. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Notez que le gendarme blessé par le terroriste lutte en ce moment contre la mort. Et rappelons pour terminer que c'est demain, samedi 24 mars, qu'auront donc lieu ici en Côte d'Ivoire les sénatoriales, une première dans le pays. Ce sont plus de 5000 députés élus locaux, donc conseillers régionaux et conseillers municipaux, qui iront aux urnes pour choisir les premiers sénateurs de Côte d'Ivoire. Le président de la commission électorale indépendante, Issouf Bakayoko, rassure quant aux dispositions prises pour un scrutin crédible et apaisé. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.